Bienvenue à cette rétrospective. Le Conseil national de suivi de l'accord a adopté mardi 15 août son règlement d'ordre intérieur. Il a signé à cet effet son rapporteur venu de la société civile et questeur du RASOP Kassavoubou. Cependant, les deux postes de vice-président réservés au Front pour le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre sont toujours vacants. Et puis, pas de prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa, c'est ce qu'a fait savoir Jean-Pierre Kalamba lundi 14 août 2017. D'après les rapporteurs de la centrale électorale, le bureau fermera progressivement à partir du 28 août 2017, soit 3 mois après le lancement de ces opérations. Enfin, les agents du département de la police chargés des investigations appelés communément Bureau 2 ne descendront sur terrain que sur ordre du chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ce pour éviter de faux agents Bureau 2 qui sèment de la tracasserie au sein de la population. Adoption du règlement d'ordre intérieur du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. La réunion de cette institution qui a eu lieu hier mardi 15 août 2017, comme l'a fait savoir Valentin Vangui, n'a pas seulement adopté le règlement d'ordre intérieur. Elle a aussi procédé à la désignation du rapporteur qui est Valentin Vangui de la société civile et du questeur qui est Élisée Kiota du rassemblement El Kassavoubou. Cependant, Valentin Vangui a fait savoir que les deux postes de vice-présidence réservés au Front pour le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre sont toujours vacants. Nous venons d'adopter sur 22 membres qui ont participé. Nous avons eu 22 pour. Le règlement d'ordre intérieur provisoire est adopté. Maintenant, nous pouvons nous lancer pour l'installation effective du CENSA. La société civile vient de présenter son délégué, qui est rapporteur que je suis. Également, le rassemblement a présenté le questeur. Il nous reste maintenant les deux vice-présidents qui ont été confiés, notamment au Fonds pour le respect de la Constitution et à l'opposition politique qui sont en négociation. Et nous espérons que tout prochainement, ils vont nous rejoindre. C'est tout ce qui reste à ce qui concerne les bureaux. Nous sommes en train de communiquer et échanger avec les parties prenantes. Nous allons une réunion qui est prévue avec la CENI avant, bien entendu, d'avoir la tripartite qui est prévue au cours du mois d'août. Parce qu'on a déjà le vice-président majorité présidentielle, il y a le rapporteur et le questeur, et donc nous pouvons déjà fonctionner et normalement en attendant que les collègues qui restent ils vont nous rejoindre. Valentin Vangui s'est enfin réjoui de la mise en place de ce règlement qui leur permet d'exister légalement. Quant au budget de fonctionnement du CNSA, le rapporteur a indiqué que c'est au mois de septembre, lors de la rentrée parlementaire, que la question sera évoquée à l'Assemblée nationale. Le Front pour le respect de la Constitution, FRC, accepte de participer au Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Il accepte également d'occuper le poste de vice-président qui lui est attribué. Une décision prise lundi à Kinshasa à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue au Palais du Peuple. Ainsi donc, ce regroupement politique accepte de reconnaître l'autorité de Joseph Olengankoy comme président du CNSA. Les membres du FRC acceptent en outre de prendre une part active au bureau du CNSA. À cet effet, un de ces cadres a été désigné au poste de vice-président en la personne de Maître Jérôme Lumona Ndoubou, rapporteur général du Front. Le Front a cependant exigé du président de la République, du président du CNSA et de la CENI une concertation en vue d'un consensus pour un calendrier électoral réaliste. Ce, pour amener le peuple congolais aux élections démocratiques, transparentes et crédibles dans un climat apaisé. Il convient de signaler qu'aucun membre du mouvement de libération du Congo n'était présent à cette assemblée générale. Étant le parti politique le plus important du Front pour le respect de la Constitution, le MLC avait rejeté le poste de la vice-présidence du CNSA qui revenait au FRC. Un des cadres du parti de Jean-Pierre Bemba avait estimé que l'approche de la désignation des animateurs du CNSA ne respectait pas la démarche prescrite par l'arrangement particulier. Félix Tshilombo Tshisekedi serait-il successeur favori de Tshibala à la primature? La question mérite d'être posée car les rumeurs persistent sur son accession à la primature en remplacement de Bruno Tshibala.
Tout est donc parti d'un tweet de Koudoura Kassongo, ancien directeur de communication du président Joseph Kabila. Il a affirmé que Félix Tshisekedi est pressenti successeur favori de l'actuel locataire du numéro 6 de l'avenue Roi-Baudouin, Bruno Tshibala. Depuis, ce tweet fait l'affaire des internautes. Chacun y va de son commentaire et de sa coloration politique. Du côté de l'IMT, on fait savoir que Fachine jure cependant que, par l'application intégrale de l'accord du 31 décembre qui prévoit au plus tard le 31 décembre 2007 la tenue effective des élections. Au cas contraire, soutient Mordicus Fachi, une transition de 6 mois sans le président Kabila serait la bienvenue. Augustin Kabouya, porte-parole de l'UDPS Limité, propose un schéma inversé pour répondre à Koudoura. Il estime que Félix Tshisekedi peut bien aussi être désigné président de la République et l'actuel président Premier ministre. Félix Tshisekedi dit ne pas être preneur ou demandeur de poste, comme pour répondre à tout ce qui répand de la rumeur au sujet de son éventuelle nomination à ce poste très convoité. Pour l'instant, les rumeurs persistent pendant que la délégation du RASOP Limité séjourne en Europe. Jean-Claude Massango Moulongo a présenté sa démission à l'Union pour le développement du Congo UDECO en cycle. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo et président de l'UDECO a souligné dans sa lettre qu'une fois investi selon les statuts et le règlement qui régissent l'UDECO, sa vision politique, sa rigueur de gestion et son plan de restructuration et de modernisation du parti n'ont pas rencontré l'assentiment de certains hauts cadres ambitieux à la recherche de postes. Par conséquent, cela a créé un climat malsain entretenu et soutenu qui a abouti à une scission de l'UDECO. C'est ainsi que ne pouvons pas accepter ce climat et pour des raisons d'honneur et de dignité, il a décidé de jeter l'éponge afin de se libérer. Par ailleurs, il est à noter que Jean-Claude Massango Moulongo a succédé au feu Banzamou Kalai, autorité morale de l'Union pour le développement du Congo, mort en mai 2016. La Commission électorale nationale indépendante a publié le week-end dernier la liste des candidats retenus pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 9 de 26 provinces de la RDC. Ces provinces sont le Bazuélé, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, l'Équateur, la Chuapa, le Kwilu, le Sud-Ubangi, le Sud-Kivu et la province de la Chopo. Parmi ces candidatures, les principales forces de l'opposition sont les grandes absentes. Les noms de 25 candidats seulement figurent dans la liste définitive de la CENI. Sur les 25, 7 sont de la majorité présidentielle et 17 sont des indépendants. L'élection est prévue pour le 26 août de l'année en cours. Cependant, ce scrutin est critiqué au sein de la majorité présidentielle qui considère que la procédure de destitution de certains gouverneurs est entachée d'irrégularités. Pourtant, la publication de cette liste par la CENI est intervenue après les verdicts des cours d'appel consécutifs aux 29 recours déposés par certains candidats et regroupements politiques. Pas de prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs à Kinshasa, provient Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une interview lui accordée par la radio Okapi lundi 14 août à Kinshasa, Jean-Pierre Kalamba a laissé entendre aussi que la CENI n'a pas encore atteint les estimations qu'elle a prévues dans l'opération d'enrôlement à Kinshasa. Saisissant l'occasion, le rapporteur de la centrale électorale a invité les élus et les autorités provinciales de Kinshasa à revoir leurs cartes pour atteindre les 6 millions d'enrôlés promis. Avant d'ajouter qu'il n'y aura pas de prolongation et dès que un centre atteint 90 jours, il sera fermé. Invitant les Quinois d'aller vite s'enrôler et de ne pas attendre la dernière minute, Jean-Pierre Kalamba a révélé que seules 2 antennes à Kinshasa ont dépassé les prévisions de la CENI. Il s'agit de l'antenne de la Gombe qui a dépassé les 104% et celle de l'Ansele qui a atteint 147%, a-t-il précisé. Pour rappel, c'est le 28 mai dernier que la CENI a lancé les opérations d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Les centres d'enrôlement seront fermés progressivement à partir du 28 août 2017, ont annoncé les autorités de la centrale électorale congolaise.
Les agents et cadres du Fonds de promotion de l'industrie sont en atelier d'évaluation de l'exécution de leur feuille de route pluriannuelle. Durant 3 jours, ils vont apprécier le niveau d'exécution de l'ensemble des réformes et mesures arrêtées de commun accord pour le redressement du FPI. La mission de l'équipe Kitebi étant de redresser le FPI, qui est un bras séculé du gouvernement en matière de financement de l'industrie. À l'ouverture de cet atelier ce jeudi 17 août au Cercle de Kinshasa, l'administrateur directeur général du FPI a donné l'objectif global de ces assises. Patrice Kitebi a relevé quelques petits changements apportés au sein du FPI, bref, une nouvelle vision managériale. Le but, c'est vraiment de voir où nous avons été performants dans la mise en œuvre de réformes, où nous l'avons été un peu moins et où nous devons mettre un accent particulier d'ici la fin de l'année, de sorte à faire les derniers réglages qui pourront nous permettre de cheminer petit à petit vers les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette année, en termes de mobilisation de recettes, en termes de maîtrise des charges, mais également en termes d'un financement de projets, de reprise de financement de projets, mais dans une philosophie tout à fait différente. Petit à petit, les choses commencent à changer. Je vais vous donner quelques indicateurs. Premièrement, nos recettes sont en train de connaître un accroissement. Je peux vous indiquer qu'à la fin du mois de juin de l'année passée, nous étions à peu près à l'équivalent de 29 milliards de francs congolais mobilisés. Cette fois-ci, on est à 36 milliards à fin juin 2017, mais en même temps, dans un contexte où il y a eu un glissement du taux de change. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, en termes de maîtrise de charge, par rapport au premier semestre 2016, nous avons eu une diminution de charges d'à peu près $1 million. Dans un contexte où nous avons accru et accéléré les missions de contrôle de projet, de supervision de projet, nous avons accru les missions d'audit interne. Parce que là aussi, c'est un élément majeur dans le dispositif de la nouvelle gestion, c'est d'utiliser systématiquement l'audit interne pour qu'ils nous garantissent que les procédures sont respectées, les règles sont respectées et les comportements professionnels des uns et des autres sont conformes aux pratiques telles qu'elles sont décrites dans les règles. Nous avons instauré un climat de dialogue en permanence avec les opérateurs économiques et nous leur disons qu'ils ne doivent pas nous éviter, même quand ils sont en impayés. Notre objectif, c'est vraiment de contribuer à l'essor industriel et à l'émergence, c'est la volonté du chef de l'État, de la classe moyenne. Mais cette classe moyenne, si elle est en difficulté, notre mission n'est pas de la tuer, de l'asphyxier. Notre mission, c'est de voir avec cette classe moyenne, avec ce groupe d'entrepreneurs qui sont en difficulté, dans les 151 millions de dollars d'un pays, pour qu'on ait un dialogue qui nous permette de voir comment restructurer ce qu'il y a lieu de restructurer. Cette revue à mi-parcours 2017 du Fonds de promotion de l'industrie, issue de la feuille de route adoptée en décembre 2016, vise donc l'évaluation de toutes les composantes de la feuille de route, la mise en place des mesures d'ajustement pour atteindre les objectifs 2017, mais aussi la préparation des éléments du programme et du budget 2018. Le gouvernement congolais vient de réinstaurer la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations des exploitants miniers actifs sur son territoire. La décision intervient après une année d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour soutenir les entreprises pendant la période où les cours de matières premières étaient au plus bas. Kinshasa avait également restitué environ 700 millions de dollars américains en remboursement de TVA dû à ses opérateurs. Mais à présent, le gouvernement congolais estime qu'il n'est plus en mesure de donner ce genre de privilège. Asphyxié par la même baisse de prix de matières premières, Kinshasa est donc acculé à augmenter des revenus fiscaux pour remonter la pente et neutraliser un taux d'inflation que devait franchir le cap de 30% cette année et qui impacte directement sur les ménages. Quant aux opérateurs miniers qui sont naturellement remontés, le moment n'est toujours pas bon pour passer à la caisse tout en se plaignant du climat économique difficile. Rappelons qu'il y a à peine un mois que la Banque centrale du Congo avait adopté des mesures restrictives à l'encontre des entreprises minières pour pallier la faiblesse des recettes fiscales de l'État.
Seulement 23 bureaux de change sont agréés par la Banque centrale du Congo. Cette annonce a été faite par les autorités de la BCC au cours d'un tête-à-tête entre la Banque centrale du Congo et les changeurs de monnaie regroupés au sein de la Confédération des cambistes de la RDC COCAM. La Banque centrale a aussi invité ces 23 bureaux de change pour recueillir leurs avis afin de les associer à la sensibilisation qu'elle envisage à l'intention des cambistes de la rue. Question de les emmener eux aussi à créer des bureaux de change. Une façon de les encadrer pour éviter les dérapages dans ce secteur. Au cours des échanges, la Confédération des cambistes ont insisté sur les méfaits de l'affichage public du taux de change dans le but de pousser l'autorité à abolir définitivement l'affichage du taux. Au regard du nombre exponentiel d'échangeurs de monnaie en RDC, la BCC a été surpris de voir que la Confédération de cambistes ne compte que 23 bureaux de change. La BCC s'est dit confiante pour la réussite de la campagne qu'elle lancera incessamment à l'intention des changeurs de monnaie et compte aussi sur la contribution de la COCAM. Interdiction d'importation et de commercialisation des poissons tilapia dans toute la République démocratique du Congo. Telle est la mesure prise par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Rendu public dans un communiqué publié le week-end dernier, la mesure concerne les poissons tilapia importés de la Colombie, l'Égypte, la Thaïlande, l'Équateur et l'Israël. Cette mesure a été motivée par l'alerte donnée par le FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a prévenu sur le virus mortel qui attaque les tilapias. Depuis juin dernier, l'Office congolais de contrôle OCC a renforcé les mesures de surveillance de poissons venus de 5 pays susmentionnés, étant donné que des cas du virus du lac de tilapia avaient été signalés. Les services du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, ainsi que des autres services qui œuvrent aux frontières, sont mis à contribution pour renforcer les contrôles, le suivi et la surveillance. Sont aussi concernés les secrétaires généraux au commerce extérieur, à l'économie, à l'agriculture, de même que le commissaire général de la police nationale congolaise. Dans le communiqué, il est aussi demandé aux services qui œuvrent aux frontières de consigner toute cargaison contenant du poisson importé de 5 pays précités. Les laboratoires de contrôle sanitaire et de l'environnement BIVAC international ont aussi été instruits pour interdire l'embarquement de poissons tilapia en direction de la République démocratique du Congo. Plus de 8 villages occupés par les Mai Mai Mazembe et Dumba Defense of Congo ont été reconquis par les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Selon le sous-lieutenant Jules Gongo, porte-parole des opérations militaires Sukola 1 Sud, ces combattants doivent se rendre aux forces loyalistes après leur anéantissement par les FARDC. Les opérations avaient comme objectif de détruire ou chasser l'ennemi d'une position qu'il occupait en lui infligeant le maximum de pertes, d'une part. D'autre part, était de paralyser et désorganiser les dispositifs ennemis par les infiltrations en profondeur, mais également par des attaques en force. Tout cela pour permettre la population de vaguer librement à ses occupations, puis regagner les localités qui étaient sous contrôle de l'ennemi, mais également sécuriser et protéger la population et leurs biens. 8 localités au total sont passées sous contrôle des FARDC grâce à la pression militaire exercée combattant Mai Mai Mazembe, Nduma Defense of Congo. Donc, les éléments du secteur opérationnel Sokola 1 Sud ont évolué sur des axes. L'axe qui PC, nous avons conquis Kassisi, Miende, Mubana, Bouya, Kondome et l'axe Bwinga, le force loyaliste, ont conquis et pacifié Katanga, Mukono et Mayemba. Toutes ces localités constituaient en fait le plus grand bastion de Mai Mai Mazembe d'une part et d'autre part de Nduma Defense of Congo. Et aujourd'hui, la population commence à regagner progressivement ces localités et donc partout où cette menace sera signalée, nous allons déployer à l'assaut et l'RH est arrivé de traquer et de continuer à traquer tous les groupes armés partout où ils sont conformément à notre mission régalienne. Ici de rappeler que les FARDC combattent les différentes factions rebelles au Nord Kivu, précisément dans les territoires de Massissi et Lubero. Ces rebelles menacent depuis quelques années la libre circulation des biens et de la population dans cette partie de la RDC. Les bandits urbains qui opèrent à Kinshasa, appelés communément Kuluna,
ne vont plus se sentir aussi à l'aise comme les poissons dans l'eau. En effet, dans son annonce de ce mercredi 16 août, le nouvel inspecteur de la police de la capitale, le général Silvano Kasongo, a fait état de la relance de la traque de Kuluna. Pour ce faire, il a déclaré que des mesures ont été prises pour les contrer. Chaque semaine, des opérations se réaliseront avec la collaboration des notables de quartier et les autorités administratives comme les chefs des rues. La police va également se rapprocher de la population car ces bandits vivent parmi elles. Le général Silvano Kasongo a rappelé que le rôle de la police est de maintenir la paix sociale, mais tout en respectant les droits de l'homme. Le numéro 1 de la PNC Kinshasa a souligné que les évadés des prisons qui tracassent la population sont en train d'être récupérés. Dans ces innovations, le général Silvano Kasongo a annoncé qu'une fois par mois, il sera tenu une réunion dans le but de corriger les erreurs éventuelles qui seraient survenues au cours de ces opérations de traque des Kuluna à Kinshasa. Les agents du bureau 2 sont désormais en mission que par ordre du chef de la police provinciale de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ce, pour stopper les arnaques opérées par des personnes se présentant comme agents du bureau 2. Cette annonce a été faite hier jeudi 17 août à Kinshasa par les commissaires provinciaux de la police, Silvano Kasongo. Le patron de la police de Kinshasa a fait savoir que les agents du bureau 2 sont des agents de renseignement qui font partie du département de la police chargé des investigations. Des faits, ils doivent se diluer ou opérer en toute discrétion. Donc, si quelqu'un se présente et prétend être du bureau 2, le peuple doit s'aviser que c'est un escroc et un incivique qui doit être arrêté, a-t-il ajouté. Le général Silvano Kasongo a fait savoir que seul lui et son adjoint ont le pouvoir de décider de l'envoi en mission des agents du bureau 2. S'ils veulent retrouver quelque chose qui est perdu, leur commandant doit au préalable adresser une lettre de demande auprès du commissaire. Silvano Kasongo, après avoir examiné la demande, peut permettre ou pas aux agents du bureau 2 de descendre sur terrain. Il a enfin averti que ceux qui ne vont pas respecter ces dispositions seront arrêtés. Il a également appelé à la population à dénoncer tous ceux qui se présentent comme agents du bureau 2 sans une lettre de motivation signée par lui ou son adjoint. Polémique après la coulée de boue qui a ravagé Freetown, capitale de Sierra Leone, la nuit du 15 août 2017. D'après la société civile qui est montée au créneau, c'est la faute des autorités gouvernementales qui ne savent pas contrôler l'urbanisation galopante de la ville de Freetown, mais aussi des agences environnementales qui ont négligé leur rôle de signaler les conséquences néfastes de constructions anarchiques. Tong Shinem Wisdom est membre de cette société civile. Les gens qui habitent ici sont très inquiets et effrayés par ce qui se passe actuellement. Et ils essaient toujours de trouver une explication à tous ces événements. Beaucoup d'entre eux accusent le ministère des Territoires parce que la zone touchée par la catastrophe est normalement interdite d'habitation. Or, le ministère n'est pas censé vendre ou engager des démarches avec des gens qui veulent s'installer sur ces lieux. Il y a une sorte de colère contre la complicité des autorités et cette colère monte aussi contre les agences de protection de l'environnement. Mais généralement, les efforts se concentrent pour secourir les gens et s'assurer qu'ils sont dans des lieux sûrs. Mais il y a bien sûr des commentaires qui viennent de toutes parts et qui montent à propos de la négligence des agences environnementales et du gouvernement et tous les ministères qui pourraient être impliqués. Entre-temps, le bilan des coulées de boue du mardi dernier ne fait que s'alourdir et est toujours provisoire, avec plus de 300 morts, de nombreux disparus et des blessés graves. Déjà, la Sierra Leone enterre ses morts. Les familles ont été appelées pour identifier leurs proches à la morgue afin que l'État puisse les offrir une sépulture décente. Même les non-identifiés seront enterrés dans les normes. Entre-temps, le président du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, en appelle à une aide internationale car le pays craint la résurgence des épidémies du genre Ebola. Coincé entre la mer et la montagne, Freetown a le plus haut taux des précipitations annuelles d'Afrique, ce qui laisse place aux inondations récurrentes. Les défis économiques réels et préoccupants font démissionner les gouvernements au Congo-Brazzaville. 15 jours après la victoire aux législatives du parti du président Denis Sassou Nguesso,
Le Premier ministre Clément Mwamba a démissionné le mercredi 16 août 2017. Après la victoire électorale de son parti, le président Brazzavillois n'a pas caché sa volonté de voir les gouvernements démissionner afin qu'une nouvelle équipe entre en fonction pour faire face aux difficultés économiques réelles et préoccupantes auxquelles fait face son pays. En effet, aux révélations du FMI, le Congo-Brazzaville est confronté à sa dette extérieure face à cette institution de Bretton Woods qui s'élève à 117% de son produit intérieur brut et non 77% comme annoncé avant par les autorités brazzavilloises. Parlant de cette démission, lors d'une conférence des opposants à Brazzaville, Jean Itadi, un des responsables du collectif des partis politiques d'opposition, a estimé que le gouvernement démissionnaire n'était pas efficace. Si nous avions bien géré nos ressources, nous n'en serions pas là, a-t-il encore confié à l'agence France Presse. Notez qu'aucune date n'a été précisée sur la formation du prochain gouvernement. Le rappel des titres rétrospectifs, le Conseil national de suivi de l'accord a adopté mardi 15 août son règlement d'ordre intérieur. Il a signé à cet effet son rapporteur venu de la société civile et questeur du RASOP Kassavogo. Cependant, les deux postes de vice-président réservés au Front pour le respect de la Constitution et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre sont toujours vacants. Et puis, pas de prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa, c'est ce qu'a fait savoir Jean-Pierre Kalamba lundi 14 août 2017. D'après les rapporteurs de la centrale électorale, le bureau fermera progressivement à partir du 28 août 2017, soit 3 mois après les lancements de ces opérations. Enfin, les agents du département de la police chargés des investigations appelés communément Bureau 2 ne descendront sur terrain que sur ordre du chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ce pour éviter de faux agents Bureau 2 qui sèment de la tracasserie au sein de la population. Ainsi se termine cette rétrospective. Excellent week-end. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yves Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.